Pendant une vingtaine de minutes, on va donc évoquer ce sujet de la péréquation. D'abord, Vincent Fristo, Grenoble, vous positionnez comme une ville qui veut privilégier les circuits courts et il y a des expérimentations qui sont menées en termes de décentralisation. On parle de quoi quand on parle de décentralisation à Grenoble? Bonjour et merci de pouvoir nous exprimer en tant que collectivité. Donc moi, je suis adjoint au maire de Grenoble et Éric Piolle, comme vous l'avez dit, m'a demandé de le représenter aujourd'hui. Je suis donc adjoint au maire, je suis aussi président de Gaz Électricité de Grenoble, qui est un établissement local de distribution de l'électricité, du gaz sur la commune de Grenoble. C'est une particularité, sur 5% du territoire en France, ce n'est pas l'opérateur national Enedis qui distribue l'électricité, mais des établissements locaux issus d'anciennes régies municipales. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons la possibilité, en tant qu'élus locaux, d'avoir une action supplémentaire en termes de transition énergétique sur le territoire. Je dis supplémentaire, on profite de complémentarité, par exemple du réseau électricité de gaz, quand il s'agit de compteurs communicants, installer simultanément le compteur électrique, le compteur de gaz nouveau, avec un seul rendez-vous chez le client, c'est possible quand on maîtrise les deux réseaux, et c'est ce que nous faisons. Donc c'est pour montrer qu'il y a des synergies entre les réseaux, et y compris avec le réseau de chaleur, quand on fait de la cogénération à partir de biomasse, on voit qu'on produit de l'électricité sur le territoire à l'aide d'énergies renouvelables. Et la décentralisation, alors parlez-moi juste de quelques expérimentations que vous avez mises en place à Grenoble sur un certain nombre de bâtiments notamment, c'est ça? Donc on est bien dans le cadre d'une action locale. Je vous ai indiqué de l'opérateur énergétique qui rayonne finalement sur la région en termes de fourniture. Et donc, c'est aussi une dimension à côté de la production d'énergie renouvelable qui est effectuée sur le territoire. Et ça montre bien que sur les territoires, finalement, ça a déjà été dit plusieurs fois aujourd'hui, la transition énergétique, c'est bien sur les territoires qu'elle se développe à travers une action vis-à-vis, y compris des publics en difficulté. La précarité énergétique, nous recevons un grand nombre de clients en situation de précarité énergétique. Donc, c'est cet ensemble d'accompagnement qu'il est possible de faire sur un territoire aujourd'hui. Et c'est le cas à Grenoble. Si je prends maintenant ma casquette d'adjoint à l'urbanisme, sur le cas de nouveaux quartiers, d'éco-quartiers, on a là la possibilité d'agir non seulement sur les bâtiments extrêmement performants, qui vont au-delà de la réglementation thermique RT 2012, par exemple. On descend de 30% la consommation énergétique sur l'opération Presqu'île, qui est accompagnée par le programme d'investissement d'avenir. Mais on va beaucoup plus loin. On fait des pompes à chaleur sur la nappe phréatique. On peut imaginer même piloter le moment de la demande énergétique de ces pompes à chaleur et faire de l'effacement. Donc on voit que quand on a cette vision territoriale globale, et en tant qu'élu, on est vraiment à la croisée de plein de questions, de plein de problématiques, de logement, on l'a dit, de situations de ménage en difficulté. Et donc c'est cet ensemble que nous avons à travailler, à faire avancer à travers la transition énergétique. À quel point l'autoconsommation, c'est effectif à Grenoble, individuelle et collective d'ailleurs? Alors, on en vient donc au sujet de l'autoconsommation et même de la question finalement du développement du photovoltaïque, l'énergie photovoltaïque, produire de l'électricité à partir du soleil. Donc, nous avons sur le territoire une volonté de développement de cette énergie. Quand je dis nous, c'est d'une part des élus, mais y compris des citoyens qui se sont organisés depuis la loi de transition énergétique, des sociétés SAS énergie citoyenne. On connaît l'appellation toiture villageoise qui existe en ville, mais aussi dans le monde rural. On a 4 structures de ce type dans un périmètre de 30 km autour de Grenoble. Ça représente combien de personnes, ça? Je dirais 200. Aux côtés de collectivités. Et on a, pour ces sociétés qui se sont constituées, qui sont actives, on a 12 installations sur l'agglomération de 9 kW. Ils ont un objectif de 1 MW d'installer dans 3 ans pour la société sur Grenoble, mais d'autres autour, je le disais. Gaz Électricité de Grenoble, en tant que producteur d'énergie renouvelable, a sa propre stratégie sur des parkings. Donc relais, et ça fait d'ailleurs une dynamique avec le transport public. Nous avons près d'1 MW installé sur l'ombrage effectué donc, pour les véhicules. Donc on voit l'intérêt. Et on a fait appel au financement citoyen. Ça a marché. 500 000 € de prêts en quelques mois rassemblés pour ce projet. Donc c'est pour vous
montrer s'il était nécessaire que sur le terrain, des personnes, des collectifs se mobilisent, sont prêts à passer à l'action, y compris financièrement, pour que les choses bougent. Et donc, c'est pour l'autoconsommation, je pense que c'est une dynamique très importante de pouvoir, soit individuellement, ça se fait aujourd'hui couramment, ça a été rappelé, mais demain, de plus en plus collectivement d'avoir un investissement qui permet à des personnes, des ménages, de pouvoir autoconsommer à distance une certaine quantité d'électricité qu'il convient de défalquer de la facture. Et toute la question et tout le débat, c'est justement comment on pratique. Votre idée en fait à Grenoble, c'est de favoriser la maîtrise citoyenne, j'allais dire, la transition énergétique, c'est ça? Je pense que ce matin, ça a déjà été un petit peu évoqué. Que veulent finalement les consommateurs, les clients aujourd'hui? Une énergie plus verte, plus propre, une énergie qu'on peut presque toucher, locale, et finalement être dans une dynamique économique circulaire locale. Et donc, je pense qu'à travers l'autoconsommation, collective notamment, il est possible de donner satisfaction à cette demande. Et donc, l'idée est de trouver un cadre qui permette le développement. Et donc, la consultation qui vient de s'achever de la Commission de régulation de l'énergie à travers l'autoconsommation, eh bien, c'est justement maintenant des décisions et des choix politiques à mettre en place permettant le développement concret de cette filière. Jean Gobert, c'est bien finalement que les citoyens prennent en main la transition énergétique, non? Bon, alors quelle était écoutez, la question j'allais vous posée? demander où ça vous grattait sur l'autoconsommation. Moi, ça ne me gratte pas du tout, l'autoconsommation, bien au contraire. Vous savez, moi, depuis toujours dans ma vie, quand j'achète un produit, j'ai toujours regardé l'étiquette pour savoir d'où ça venait. Ce n'est pas une nouveauté dans ma vie, ça a toujours été comme ça, j'ai toujours été attaché, effectivement, à la consommation locale, à acheter plutôt à mon voisin qu'à 10 000 km, et tous les concitoyens fonctionnaient comme ça depuis longtemps. On en parlerait moins aujourd'hui parce que ce serait devenu une habitude. Donc sur ce sujet, il n'y a pas de problème. Après, la vraie question, et il n'y aura pas de débat entre nous deux, je veux dire, sur les principes, bien au contraire. Les questions qui se posent, c'est quid des relations financières? Comment ça se passe? Qui paie quoi? La première, par exemple, c'est quand on parle d'autoconsommation, il y a deux catégories. Il y a ceux qui veulent de l'autoconsommation totale, qui se débrouillent avec un panel et qui mettent en plus des batteries. Ceux-là, moi, je veux dire, j'ai aucun problème avec eux. Ils sont complètement indépendants, c'est leur problème. Ils ont demandé à ce qu'on coupe le réseau, ils se débrouillent. L'autre question, c'est l'autoconsommation partielle. Qui font appel au réseau de temps en temps quand voilà. Et là, besoin. on commence à avoir des problèmes parce qu'en fait, en général, quand je vais faire de l'autoconsommation partielle, je vais demander de l'énergie sur le réseau quand j'en ai pas assez. C'est-à-dire quand tout le monde en a pas assez, c'est-à-dire quand l'énergie est chère, et je vais en remettre sur le réseau quand l'énergie n'est pas chère, quand tout le monde en a trop. Et ça, c'est une difficulté. Comment on va payer dans les deux sens? Parce que, y compris Vincent disait tout à l'heure, on en prend, on en rend. Oui, mais on ne prend pas et on ne rend pas au même moment. Et effectivement, on peut très bien prendre la même quantité et rendre la même quantité, mais se retrouver logiquement à avoir un débours sur la facture, parce qu'à un moment, ça ne va pas être le même prix de l'énergie. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est plus large. On vous l'a évoqué tout à l'heure, c'est la question de la péréquation des réseaux. Le coût de distribution n'est pas le même sur l'ensemble du territoire. Va-t-on, au motif que certains, dans certaines régions, ont un coût de distribution bas parce que la population est concentrée, ça a été évoqué tout à l'heure par certains élus, va-t-on abandonner les autres? C'est-à-dire, parce qu'on entend aussi derrière, et ce n'est pas ce qu'a dit Vincent Fréteau tout à l'heure, mais on entend des gens dire il faut abandonner la péréquation. Je rappelle qu'à la péréquation, non mais il n'a pas dit ça, mais je l'entends par ailleurs. Pas encore. Non, mais voilà. Je rappelle que la péréquation, elle ne joue aujourd'hui que sur la partie accès au réseau, c'est-à-dire le TURP, sur un tiers de la facture, ce qui est quand même pas extraordinaire. Le reste, elle ne joue pas. Et je crois que c'est important de voir ça. La troisième partie, c'est je voudrais bien être exonéré de taxes, mais je voudrais bien avoir des subventions. Alors attendez, on va y revenir. Vous allez un peu vite. Il faut quand même se rappeler que parfois, pour avoir des subventions, il faut peut-être qu'il y ait quelqu'un qui ait payé des taxes. Alors, voilà, ce sont les questions que ça pose. Mais sur le fond, bien évidemment, il faut régler ces problèmes en toute équité entre les uns et les autres. Mais sur le fond, moi, j'ai vraiment aucune difficulté. Vincent Fristot, vous voulez faire payer moins cher l'accès au réseau pour les autoconsommateurs? Donc, quelques principes préalables. Parce que finalement, quand on ouvre le dossier en tant qu'élu sur cette question de l'autoconsommation, finalement, on s'aperçoit que c'est un dossier extrêmement pointu.
Et donc, on parle de part variable de tarifs d'accès au réseau, de choses quand même assez spécifiques. Et donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est les principes sur lesquels on travaille. Principe de solidarité est essentiel, et j'ai rappelé l'importance de la précarité énergétique et des réponses que nous apportions à ces ménages en situation de précarité énergétique. Donc, il existe des dispositifs spécifiques. Il faut un dispositif général de péréquation. Et il faut un dispositif en plus spécifique d'accompagnement. Ça va jusque chez nous des visites que nous proposons à une centaine de ménages par an pour la ville de Grenoble, où, grâce à des intervenants, eh bien, il est possible de montrer aux ménages que telle installation est plus consommatrice que telle autre, d'accompagner. Et ça procure des économies du pouvoir d'achat aux ménages de 100 à 200 euros en moyenne par an. Donc c'est significatif, ces interventions. Tout ça pour dire qu'il y a plusieurs façons de traiter et d'avancer sur la question de la précarité énergétique, et il faut les mener, bien entendu. Pour ce qui concerne le développement du photovoltaïque en autoconsommation, je pense que des principes de base peuvent nous guider, en tout cas pour le démarrage. Pour le démarrage, après, sur les questions de tarifs d'accès au réseau, de toute façon, il y a de façon récurrente des débats, puisque ces tarifs sont revisités. On est au 5 aujourd'hui, demain le 6, et le TURP 6, etc. Il est important que ces projets puissent démarrer. En tant qu'élu local, on a plusieurs casquettes, y compris la casquette parfois d'administrateur de sociétés de promotion en termes de logement social, et y compris de promotion privée. Et on s'aperçoit que, eh bien, aujourd'hui, c'est très difficile de boucler un bilan d'opération concernant des panneaux photovoltaïques en autoconsommation dans les conditions actuelles. La loi de février 2017 a permis d'avancer un petit peu sur les aspects, c'est ce qu'on appelle la CSPE, la contribution, donc, mais ça n'est pas encore suffisant pour atteindre l'équilibre économique. Et donc la proposition que je ferai de façon un petit peu, pour simplifier, les autoconsommateurs auront la déduction immédiate, puisque finalement ils ne consomment rien sur le réseau grâce au système, on va dire, interne au point de livraison. Pourquoi pas, et c'est un petit peu l'esprit qu'on sent dans la loi de février 2017, imaginer ce même mécanisme sur la boucle locale basse tension. C'est là où s'applique le non-assujettissement à la CSPE actuellement. Et donc on pourrait imaginer qu'à la fois les taxes locales et le TURP ne s'appliquent pas sur ce périmètre pour démarrer dans le cadre d'un certain volume d'unités permettant de faire décoller la filière. C'est pour créer l'impulsion pour vous. Créer l'impulsion, bien sûr. Ensuite, le schéma qu'on a vu ce matin de baisse des coûts dans le temps va nous permettre d'entrer peut-être dans un mode plus classique, on va dire de droit commun pour ces installations qui contribueront, comme les autres, au fur et à mesure que leurs coûts d'investissement baisseront, aux accès réseau. Et donc l'idée pour moi, ça serait uniquement de créer une impulsion qui serait donc assez indolore en fait. Je dis ça, j'ai un petit peu regardé quelques chiffres. Que ce soit pendant un certain temps seulement. Au démarrage, pour certaines installations au départ, il faut donner l'impulsion. Et aujourd'hui, je rappelle que les industriels, par exemple électro-intensifs, aujourd'hui, et c'est tout à fait compréhensible pour des questions de compétitivité de ces industries au niveau international, bénéficient déjà de réduction de ces contributions au réseau. Personne ne le remet en cause, c'est l'intérêt stratégique de l'emploi de la France, bien sûr. Eh bien, il y a aussi un intérêt, je pense, stratégique, que la France ne reste pas derrière en fin de course européenne sur ce sujet du photovoltaïque. Et donc, il faut créer l'impulsion. C'est un petit peu le sens, si vous voulez, de mon propos. Jean Gobert, pour créer l'impulsion, baissons le prix. Non, mais moi, je comprends bien, mais ça, on a connu ça, les exonérations de taxes foncières quand on construit sa maison, toutes ces questions-là. Il faut que ça ait une durée, si c'était acceptable, il faut que ça ait une durée très courte. Sinon on se rend compte qu'on change de privilégié. Parce que la difficulté, c'est qu'en fait, tout ce qui va se passer en matière d'autoconsommation sera quelque chose qui sera préempté pour plein de raisons, y compris pour des raisons financières, par la classe moyenne et la classe supérieure. Et que vous risquez d'avoir dans une ville, mais je sais que vous êtes attentif à ça, mais vous risquez d'avoir dans une ville à une caricature. C'est-à-dire les gens qui sont dans les zones résidentielles, qui ont un peu d'argent, qui ont investi, et qui donc fonctionneront un système, et puis d'autres qui seront dans les HLM, qui verront la CSPE monter, parce qu'en réalité, les autres n'en paient pas. Parce que la question, c'est une question d'assiette. Moins on a de contributeurs, plus c'est cher.
Et ça, à chaque fois, on ne peut pas. Moi, j'ai été élu pendant très longtemps et j'ai toujours dit ce que l'un ne paie pas, l'autre le paie. Et dans un certain nombre de cas, malheureusement, on est capable d'exonérer celui qui pourrait payer pour faire payer davantage à celui qui ne peut pas payer. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas pu investir, parce qu'il n'avait pas les moyens. Vous voulez dire qu'à chaque nouveau gagnant, il y a des nouveaux perdants? Oui, il y a un nouveau perdant, mais si le nouveau perdant était celui qui était très largement au-dessus des autres, ce n'est pas un problème. Mais si c'est celui qui était en dessous des autres, c'est quand même un vrai problème. Et quand on évoquait la précarité, moi je sais, puisque j'ai eu l'occasion d'être invité à GEG, je sais ce que fait GEG. J'étais revenu en disant à mes collaborateurs que j'étais très intéressé par ce que vous faisiez en matière de précarité, donc je ne vais pas le remettre en cause. Mais plus généralement, je pense qu'il faut qu'on regarde ça. D'une façon générale, à chaque fois, l'exonération qu'on fait aux uns, si elle n'est pas accompagnée d'économies sur le système quasiment immédiates, c'est quelque chose qu'on fait payer à l'autre. Et ça, je voudrais le dire. C'est, pour expliquer, illustrer un peu plus, je vais vous raconter mon cas en matière d'alimentation en eau. Moi, j'étais éleveur. Un jour, il y a eu une grande panne d'électricité chez moi, et comme l'eau était distribuée aux animaux grâce à la pompe qu'il y avait dans le puits et qu'il n'y avait plus d'électricité, ce n'était pas encore Philippe Monloubou qui dirigeait Enedis, il y a bien longtemps, ce n'était pas Enedis d'ailleurs. C'était au moment de 87, la panne qui n'a pas été connue à Paris parce qu'il y avait eu le crash boursier en même temps. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé ensuite à avoir accès au réseau d'eau. Eh bien, j'avais le réseau d'eau, mais je ne m'en servais pas. Et si je n'avais pas eu un abonnement conséquent pour me faire payer ma part des investissements qui avaient été faits, ce sont les gens locataires dans le bourg, dans le centre-ville, qui auraient payé pour moi. Parce que de toute façon, il fallait bien que soit payé l'investissement. Donc voilà le genre de questions que je pose. Donc à un moment, moi j'entends partout, j'ai été irrité toute ma vie par les gens qui parlaient d'exonération d'un côté et de subvention de l'autre. Parce que quand on fait des exonérations, on limite la possibilité de donner des subventions. Et en même temps, c'est ce que je ressens dans le domaine pas à Grenoble particulièrement, mais sur cette question de l'autoconsommation. Si on veut des aides, mais on ne veut plus payer les taxes. Donc c'est les autres qui les paieront. Et moi, je me suis battu quand j'étais député, quand j'étais médiateur d'énergie, contre le système déjà de la CSPE qui faisait que c'était simplement les consommateurs d'électricité et particulièrement les gens les plus en difficulté, parce que c'est statistiquement ceux-là qui sont le plus au chauffage électrique, c'était les consommateurs d'électricité qui, jusqu'il y a 2 ans, payaient la totalité des dépenses de transition énergétique. C'était quand même pas très juste. Alors, on peut échanger effectivement avec les électro-intensifs, mais quelque part, c'est une vraie difficulté. Donc moi, je pourrais adhérer si on disait c'est une exonération de 5 ans. Ce que je crains là-dedans, c'est qu'une fois qu'elle sera là, ce sera difficile de faire les gens rentrer dans le droit commun, parce qu'à chaque fois, quand on exonère quelqu'un, il trouve ça normal, il ne dit rien, mais dès qu'on lui dit qu'il n'est plus exonéré, alors là, c'est la levée de bouclier. Voilà, c'est vraiment le vieux politique qui vous le dit. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut rien faire, mais en même temps, il faut être très attentif au fait que les transferts qu'on veut faire ne se fassent pas au détriment de ceux qui sont les plus en difficulté. Mais est-ce qu'on peut garder aujourd'hui le système de tarification actuel? Parce qu'on n'a plus d'un côté des producteurs, de l'autre côté des consommateurs. On a des consommateurs, on va dire. Mais j'ai dit tout à l'heure que si je me coupais du réseau complètement, je n'avais plus rien à payer. Normal. Mais à partir du moment où je garde l'assurance, et plus je garde le droit d'en mettre sur le réseau quand j'en aurai trop, je rappelle que c'est quand tout le monde en aura trop, et je garde le droit d'en demander sur le réseau quand j'en aurai pas assez, je rappelle que ce sera quand tout le monde en aura pas assez. Ça veut dire qu'il faut que... Alors, que la tarification évolue, très bien, il faut en prendre compte, mais il faut prendre en compte ça. C'est le phénomène de l'assurance. L'assurance, elle n'est pas liée à ce que je prends tous les jours. Elle est liée à ce que je vais prendre quand tout le monde va en vouloir et que ça va coûter très cher. On a évoqué ce matin les prix de l'énergie. C'est ça la difficulté. Et je pense que dans la nouvelle tarification qu'il faudra, immanquablement, Vincent évoquait le TURP 5, 6, ou 5, donc 6, après, effectivement, ça sera à prendre en compte. Mais il faudra faire très attention qu'on ne provoque pas des transferts qui vont aller contre les gens qui déjà ont du mal à payer. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Vincent Fristo, par exemple, une tarification qui donnerait moins de poids au kilowattheure consommé finalement et plutôt davantage à la puissance mise à disposition par le réseau? Moi, je pense qu'un réseau, si on prend du recul, c'est une mutualisation formidable qui finalement résulte d'un investissement de décennies de nos prédécesseurs, et on va remettre à nos successeurs ces réseaux. D'ailleurs, c'est aussi les collectivités qui ont leur mot à dire, puisque on est les autorités concédantes en termes de réseaux de gaz et d'électricité. Et donc, moi, je trouve formidable déjà qu'un réseau puisse
mutualiser des consommations, ça c'est leur rôle de toujours, depuis toujours. Demain, mutualiser des productions, des consommations dans un certain volume, tant qu'on n'excède pas en production ce qu'on consomme, tout se passe bien. Et puis y compris pour la batterie, est-ce qu'il est nécessaire que chacun s'équipe de batterie? Si on est tous interconnectés, on peut sans doute faire jouer le rôle de batterie à un autre niveau. Il existe des stations de pompage de l'électricité à grande échelle, et à Grand-Maison, à côté de Grenoble, on a un exemplaire. Et puis demain, le power to gas, tel qu'il a été dit. Et donc, je pense que le réseau, on a de la chance, il peut donner des fonctionnalités supplémentaires. Sachons les utiliser dans un contrôle évident de qui paye quoi. Et donc, avec un simple calcul rapide, on s'aperçoit qu'il est possible de faire décoller l'autoconsommation en minimisant l'impact, moins de 0,5% sur l'ensemble des personnes qui ne seraient pas concernées. C'est assez facile à calculer. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir créer cette impulsion qui va faire baisser les coûts d'investissement et ensuite entrer dans le droit commun. Je rappelle qu'on est quand même en train de préparer le système d'après l'obligation d'achat. On avait des installations qui fonctionnaient avec un tarif en obligation d'achat qui alourdissait la contribution, la CSPE. Oui, mais là, on est en train de mettre en place la suite, l'avenir. Et donc, grâce à ce système de boucle locale, il est possible, à mon sens, de pouvoir avancer, expérimentons, travaillons sur, et apprenons de ces expériences pour limiter l'impact, et je pense que c'est possible, et développer une filière créatrice d'emplois sur le territoire, d'installateurs, y compris de panneaux photovoltaïques français, européens. Donc là, il y a là vraiment un enjeu majeur en termes d'emplois futurs. Jean Gobert, en Allemagne, 80% des nouveaux moyens de production appartiennent aux particuliers et aux entreprises. Pourquoi ça marche? Mais on n'est pas tout à fait dans le même débat. On peut être producteur sans être autoconsommateur. J'ai dit tout à l'heure, on peut être producteur, autoconsommateur et être complètement indépendant. Ça arrive parfois en Allemagne. Mais on n'est pas dans le même débat parce qu'en fait, effectivement, moi, je n'ai pas contesté, d'ailleurs, je n'ai pas contesté grand-chose de ce qu'a dit Vincent tout à l'heure, je n'ai pas contesté l'intérêt qu'il y a à ce que les citoyens s'engagent. Moi, dans mon département, je suis en train de créer une société d'économie mixte dont le but sera de venir accompagner les projets collectifs d'habitants qui veulent effectivement créer des moyens de production. La question qui se pose, c'est celle qu'on a évoquée, c'est comment ça se finance. Si effectivement, il s'agit de dire vous ne recevez plus rien de la CSPE par le biais de l'obligation d'achat, donc en même temps, vous allez pouvoir en recevoir par ailleurs. Moi, je suis complètement d'accord, mais j'avais cru comprendre que dans l'esprit de certains, c'était on perçoit d'un côté et on est exonéré de l'autre. C'est ça la difficulté. Mais pour le reste, effectivement, si on dit aux gens, vous n'avez plus à payer, vous n'avez plus à recevoir de l'obligation d'achat, c'est votre affaire entre vous, moi, là aussi, je n'ai pas de difficulté particulière. Le seul point qui restera est un point de droit, d'ailleurs, mais qui, à mon avis, se règle. C'est qu'aujourd'hui, la loi consacre, et les directives européennes, le fait que chacun est libre d'acheter son électricité là où il est. Et quand on va être dans des zones où on a décidé qu'on allait avoir un collectif, quid, y compris dans un immeuble, quid de celui qui dit « mais moi, je ne veux pas acheter à la collectivité et à tous les voisins, je n'ai pas envie d'acheter avec eux. Moi, je vais acheter avec, je ne sais pas qui, avec Total, puisque ce matin, ils étaient là, c'est les nouveaux, c'est tout récent, ou avec un autre. Voilà, ça, c'est une autre question aussi qu'il faudra régler, parce qu'en fait, on aura des difficultés dans ce genre de situation, y compris quand même des gens se sont... Mais ça, tout ça, ça se réglera. C'est juste pour poser ce genre de questions. Quand de la même façon, quand un locataire qui était actif dans l'association partira et sera remplacé par un autre qui n'en veut pas, toutes ces questions seront à poser. Mais la plus importante, c'est vraiment quels sont les flux financiers, comment on fonctionne, comment la solidarité nationale est assurée, comment la solidarité nationale locale s'organise. Je crois que c'est une vraie question. Mais par contre, effectivement, moi je considère que tout ce qu'on pourra, à l'exemple des Allemands, tout ce qu'on pourra produire nous-mêmes et qu'on pourra utiliser nous-mêmes, j'ai commencé par vous dire qu'il y a bien longtemps que je regarde les étiquettes de tout ce que j'achète, ça veut dire que je suis très attentif à ça. Donc concilier aujourd'hui une plus grande autonomie des consommateurs et des territoires et le maintien d'une forme de solidarité, ça ne vous paraît pas inconciliable tout ça? Non, à condition que tous on soit d'accord. Mais je sais qu'avec Vincent, il n'y a pas de problème, on a eu l'occasion d'échanger là-dessus, c'est pour ça que ça ne pourrait pas être un débat violent entre nous, on n'avait pas du tout l'intention. Mais à condition que tous, avec honnêteté, regardent les flux financiers
et veille à ce qu'il y ait quelques règles, c'est que la solidarité ne soit pas au bénéfice des plus aisés et au détriment des plus en difficulté. Parce que je rappelle quand même, je pense que tout le monde sait que parmi les gens en difficulté, il y en a peu qui ont les moyens d'investir dans ce genre de situation. Donc par définition, je crois que j'ai déjà dit, mais je ne voudrais pas être le maire d'une commune ou d'une ville où les gens des secteurs locatifs, parfois privés, verraient le prix de leur facture d'électricité, parce qu'en réalité, en face, c'est dans la zone résidentielle qu'on bénéficie des avantages du système qu'on a mis en place. Voilà, c'est ça la vraie question. Quand on parle de cohésion sociale, c'est aussi celle-là. Vincent Fristo, mot de la fin. Je partage évidemment ce point de vue. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est de montrer qu'en libérant des contraintes, on peut, sur les territoires, avoir un développement. Là, on parlait de photovoltaïque, mais on peut imaginer d'autres solutions, d'autres projets, soit de maîtrise de la demande d'énergie, parce que finalement, on fait aussi de l'effacement de réseaux avec des programmes d'économie d'énergie, avec des interventions sur le bâtiment. Et c'est très important pour les politiques publiques d'avoir des actions en termes de réhabilitation thermique, à la fois de logements sociaux et de logements privés, d'accompagner les projets. Et c'est aussi ce que nous faisons sur le territoire. Donc vous n'êtes pas pour une péréquation, vous n'êtes pas pour une décentralisation totale, mais vous êtes pour un système un peu hybride. Il faut qu'on réussisse à concilier, mais c'est ce que nous faisons en tant qu'élus quotidiennement. Nous avons des sujets contradictoires sur lesquels il faut prendre des positions, à la fois encourager les initiatives, aller de l'avant pour engager les transitions. Ça, je pense que c'est un maître mot. Et ensuite, tenir compte évidemment des situations, notamment des personnes les plus fragiles, pour mettre en place, toucher le moins possible les dispositifs de péréquation, même s'il ne faut pas être complètement bridé si l'impact est négligeable, accompagner sous d'autres formes ces ménages en situation de précarité. Et donc, c'est cet ensemble-là qui nous permet d'avoir une action globale au bénéfice de tous. Merci à tous les deux. Merci à Jean Gobert, merci à Vincent Fristo.